Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction le nord de la France pour s'intéresser à une nouvelle recrue du LOSC. Le LOSC Lille Métropole qui accueille Chouba Akpom, attaquant en provenance de l'Ajax Amsterdam, qui rejoint donc les Dogs pour un prêt avec option d'achat. On le voit ici dans cette brève de l'équipe que Chouba Akpom, 31 matchs avec l'Ajax depuis le début de la saison, 8 buts, une passe décisive, pourrait être l'attaquant recherché par le LOSC. Alors que Mohamed Brahio devrait partir, sûrement en prêt à Antwerp, les dirigeants ont avancé sur le prêt avec OA de l'anglais sous contrat jusqu'en juin 2028. À 29 ans, Akpom, formé à Arsenal, pourrait apporter de l'expérience à Lille. Et il n'y a pas de suite, la brève est très courte. Mais en effet, Chouba Akpom, première chose intéressante, c'est que c'est un attaquant d'un certain âge, déjà. Comme vous le voyez, né en 95, 29 ans, et qui a beaucoup bourlingué. Parce que là, quand vous voyez en bas, il démarre à Arsenal chez les jeunes, prêté à Coventry, prêté à Nottingham Forest, prêté à Hull City, prêté à Brighton, prêté à Saint-Tron, puis finalement transféré du côté du PAOK Salonique, qui va ensuite le vendre à Middlesbrough, qui va à nouveau le prêter au PAOK Salonique, et ensuite il y a la saison 2022-2023 ici, son retour à Middlesbrough où il va exploser et être vendu un an après pour 12 300 000 € du côté de l'Ajax Amsterdam, mais il débarque à l'Ajax en n'étant pas loin de rallier le Racing Club de Lens, ici, puisque à quelques heures près, quelques jours près, comme vous le voyez, Chouba Akpom aurait dû être en gros le remplaçant de Loïs Openda du côté de Lens. On était à l'été 2022-2023, donc Lens était qualifié en Ligue des Champions, Lens cherchait un attaquant, et Lens avait a priori jeté son dévolu sur lui, et avait trouvé un accord, comme vous le voyez avec Middlesbrough, à hauteur de 11 millions plus 2 de bonus. Le joueur devait signer, et finalement, ça s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Parce que les représentants d'Akpom auraient mené en parallèle des discussions avec l'Ajax qui courtisait l'attaquant. Ça aurait provoqué le retrait de Lens des discussions et finalement l'arrivée d'Akpom aux Pays-Bas, pendant que dans le même temps, une semaine plus tard, le Racing Club de Lens faisait signer, évidemment, vous allez le reconnaître, Eli Wahi, qui depuis est en Francfort maintenant. On était le 13 août quand vous avez vu la brève sur Akpom qui ne vient pas à Lens. Une semaine après, Lens signait Eli Wahi pour 30 millions d'euros. Et du coup, ça changeait les trajectoires de plusieurs carrières d'un seul coup. Donc Chouba Akpom, je vous ai montré son parcours vite fait. On va voir aussi ses saisons en termes de buts marqués et ainsi de suite. Alors comme vous le voyez, chez les jeunes, quelqu'un disait dans le chat un peu plus tôt qu'il était à ses côtés. Et en effet, chez les jeunes, il va planter. Il va mettre 10 buts là avec Arsenal, avec les U21. Il va un petit peu briller en Youth League. 4 buts, 3 passes D en 2013-2014. Ça remonte, hein, il y a une dizaine d'années déjà. Et ensuite, donc, on arrive sur ses premiers prêts, ses premières apparitions chez les professionnels. Alors là, on a 7 matchs avec Nottingham Forest, où ça fonctionne pas trop. À nouveau un prêt en Championship. Alors, on va pas tous les faire, mais vous voyez que ça n'explose pas. Il y a juste une bonne demi-saison, sans doute, en Jupiler League ici. Saison 2017-2018, 6 buts et une passe décisive en 16 matchs et surtout 1200 minutes de jeu à peu près. C'est ça qui provoque son départ au PAOK Salonique et son arrivée donc en Grèce où là il va planter, être décisif à peu près une dizaine de fois par saison. Là en 2018-2019, en 2019-2020 et donc ensuite on a le premier passage en Championship à Middlesbrough. 5 buts, 2 passes D en 38 matchs, c'est peu. C'est très peu quand on mise sur un attaquant. Du coup, il repart en prêt durant la saison d'après. Il repart en prêt au PAOK Salonique. Il met une petite dizaine de buts, 3 passes décisives. Et là, il revient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire sa saison à 28 buts, 2 passes décisives en 38 matchs. Et justement, c'est cette saison-là qui va se retrouver sur les tablettes de pas mal de clubs, dont le Racing Club de Lens. Et juste pour vous donner une idée, ce sont ses statistiques durant sa saison du côté de Middlesbrough. Alors là, on est sur FBRF. Et vous noterez, donc ça, ce sont des centiles. Je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est si vous êtes sur la chaîne. Ça permet de savoir où se situe le joueur par rapport à la concurrence sur cette statistique-là. Ça permet d'aller au-delà des données simples. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de vert quand même, hein, sur tout ce qui est statistiques basiques, donc but, passe D, expected goals, etc. Et tout ce qui est tir. Donc voilà, sa saison à Middlesbrough, c'est quelqu'un qui se créait et qui avait énormément de situations, énormément d'occasions, et qui surtout aussi était en grosse réussite devant le but, à tel point que sa fiche, au sortir de sa saison à Middlesbrough et au sortir de sa dernière saison, non pas la saison en cours, mais la saison précédente, du côté de l'Ajax Amsterdam, ça nous donne ça, la fiche de Chouba Akpom,
après la saison 2023-2024. Donc la demi-saison en cours n'est pas prise en compte ici dans ce graphique. Et là, ce qui est intéressant quand on se penche sur le cas d'Akpom, c'est l'évolution au milieu, là, ici, du niveau du joueur, en fait. Et là, on voit bien la courbe de progression. Et on voit bien par où il est passé pour progresser. C'est-à-dire, il a démarré, donc là, à gauche, ce que vous avez en jaune, c'est sa première saison en Grèce. Deuxième saison en Grèce, un peu moins bonne que la première. Son arrivée en Championship, où ça se passe pas bien du tout. Le retour en Grèce, où il retrouve le niveau qu'il avait quand il en est parti. Et finalement, la saison de l'explosion, la deuxième saison à Middlesbrough, où là, il atteint un niveau digne de la Ligue 1, comme vous le voyez. Donc, c'est pas surprenant de voir Lens, à l'époque, se pencher sur son cas. Et son arrivée du côté de l'Ajax Amsterdam, où il fait encore une saison dans la lignée de la précédente, comme vous le voyez. Et avec notamment un point important, c'est le fait que, vous voyez la courbe verte et la courbe jaune. La courbe verte, c'est le niveau du joueur sans prendre en compte la qualité de finition. Et la courbe jaune, c'est on prend en compte la qualité de la finition. En gros, c'est est-ce qu'il met ses buts, est-ce qu'il marque plus de buts que ses expected goals, pour résumer la chose. Donc si le jaune est au-dessus du vert, ça veut dire qu'il marque plus de buts que ses expected goals. Si c'est en dessous, ça veut dire qu'il marque moins de buts que ses expected goals. Et vous noterez qu'en carrière, jusqu'à la saison où il explose avec Middlesbrough, c'est quelqu'un qui mettait moins de buts que ses XG. Donc il y a eu une bascule de ce côté-là, lors de cette saison-là. Et ensuite, vous voyez à droite les comparaisons. Lors de sa saison 2023-24, c'était globalement le meilleur attaquant d'Eredivisie, comme vous le voyez ici, avec Pavlidis, avec Brobé, son partenaire et concurrent. Et vous voyez aussi un radar au-dessus, plutôt bien complet. Mais comme vous le voyez, le radar que vous avez vu et la fiche que vous avez vue ne prend pas en compte la saison en cours. Pourquoi? Parce que la saison en cours, en fait, Akpom est un petit peu victime de quelque chose. Il y a Brian Brobé qui évolue en pointe, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, Brian Brobé et Santiago Jiménez, attaquant d'Eredivisie. C'est un joueur qui, cette saison, se retrouve souvent sur un côté. Et donc ça, je vais vous le montrer avec ce tableau. Et donc, sur la saison 24-25, ici, donc la saison actuelle, que vous voyez là, donc là, j'ai additionné Eredivisie et Europa League avec l'Ajax. Et vous voyez qu'il a passé plus de temps sur un côté que dans l'axe. Et forcément, quand on sort un joueur comme ça de l'axe, ça se ressent au niveau des XG produits. On passe de 0,78 à 0,20, 0,2, donc c'est pas beaucoup. Et on passe de 0,78 à 0,28 quand on additionne expected goals et expected assists. Donc là-dessus, il y a un vrai changement. Et c'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs que l'Ajax Amsterdam accepte de le prêter. Parce qu'ils se disent, bon, c'est peut-être un joueur qui va être en train qui perd un peu de valeur en se retrouvant côté chez nous. Et ça, on gagnera peut-être à l'envoyer ailleurs, prendre du temps de jeu pour jouer dans l'axe. Et justement, je suis revenu en arrière aussi pour vous montrer ses statistiques lors des saisons précédentes. Vous noterez au passage la taxe Eredivisie. Non, entre la Grèce et l'Angleterre, c'est quelqu'un qui a oscillé entre 0,42 et 0,57 en termes de expected goals plus expected assists. Et en carrière, c'est quelqu'un qui a 0,51 à ce niveau-là. Et vous voyez, il arrive à l'Ajax, équipe dominante en Eredivisie. De suite, ça explose, il passe à 0,72. Donc là aussi, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo sur la taxe Eredivisie. Et là, on est un petit peu dedans, mais du bon côté, puisqu'on arrive en Eredivisie. Et l'autre point que je voulais mettre en avant aussi, c'est, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de la finition. C'est un joueur qui, auparavant en carrière, là ici, je vous explique la statistique. Vous voyez le ratio expected goals par but. Ça veut dire combien d'expected goals ce joueur consomme pour marquer un but. C'est ce que veut dire ce chiffre-là. Ça veut dire que lors de sa saison, par exemple, avec le PAOK Salonique, ici en 2021-2022, il fallait 1,37 expected goals à Akpom pour marquer un but. Et lors de la saison où il a explosé à Middlesbrough, il lui fallait 0,73 expected goals pour marquer un but. Évidemment, on veut pour un attaquant que ce chiffre soit inférieur à 1, ou soit égal à 1, au moins on a un finisseur qui met ses actions à la fin de l'année. Et vous voyez qu'en carrière, c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de 1 XG pour marquer un but. Donc voilà déjà ce que je pouvais vous dire sur le plan statistique pour Chouba Akpom. Donc voilà, après ce premier petit tour d'horizon sur le plan statistique, on va aller voir Chouba Akpom en images, en commençant par un best-of, ses meilleures actions, comme ça vous le verrez dans les meilleures dispositions, et ensuite on verra des images
principalement de sa période en Championship avec Middlesbrough, histoire de le voir dans un rôle axial. Et on verra à la fois ses habitudes de jeu, ses prises de balles, ses limites peut-être aussi à l'heure actuelle. Donc voilà, on va démarrer ça tout de suite avec donc la première vidéo que je lance maintenant. Et donc là, ça va être des buts, hein. Des buts. Alors évidemment, vous allez voir les défenses d'Eredivisie, hein, encore à l'œuvre. Là, il est au deuxième poteau. Si vous ne le voyez pas, il se fait oublier deuxième poteau. Il est déjà complètement seul. Et là, il va mettre la tête là où beaucoup auraient mis le pied. Et ça nous permet déjà de parler d'une première chose. C'est que c'est quelqu'un qui, de la tête, est vraiment plutôt doué. Il a un bon timing. Il saute quand même assez haut. Il est capable de prendre des ballons. Et il a une bonne qualité de finition dans ce domaine-là. Là, il va être lancé. Il va gagner son petit duel. Lancé en profondeur. Ça s'ouvre un petit peu facilement, évidemment. Nous sommes aux Pays-Bas. Là, cette fois-ci, il joue en remise. Voilà, dos au jeu. À l'occasion, on avait une première touche qui est un petit peu perfectible et souvent perfectible. Et ça, on le verra un peu plus en détail après. Là, il va récupérer la balle au milieu. Et là, il y a un point très important ici. C'est que c'est quelqu'un, comme vous le voyez, il est avant-centre là. Mais regardez où il évolue. Il est très décroché par rapport à la défense adverse. Et en plus, là, sur ce coup, il n'est pas chassé. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui aime beaucoup décrocher. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un profil qui vient ferrailler. Et là, vous voyez, il change de rythme, il fait l'appel. Bon, ça rentre encore très facilement dans la défense. Mais c'est un joueur qui aime beaucoup décrocher, participer au jeu, etc. C'est pas quelqu'un qui va prendre la profondeur. Là, il y a une super transversale. Je sais pas qui la donne, mais là, bon, bah, il va finir tranquillement premier poteau. Hein. Enfin, premier poteau. Vous voyez ce que je veux dire. Là, cette fois-ci, on va le voir à nouveau, il me semble, dans les airs. Puisque là, il a le numéro 10. Et il va recevoir un petit ballon qui va lui retomber sur la tête. Et il va plutôt bien la reprendre aussi. Donc là, bon sens du timing, bon jeu de tête. Là encore, je le disais tout à l'heure, c'est un nouvel exemple. Là, il va prendre un petit peu de vitesse en accélérant sur son pied droit. Et centrer fort devant le but. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi donner des passes, même si vous avez vu que statistiquement, c'est pas quelqu'un qui en donne des tonnes non plus. Là encore, vous allez le voir prendre le dessus, il me semble, dans les airs sur cette séquence. Ah non, c'est... Voilà, il va passer devant tout le monde et finir tranquillement. Il y a beaucoup de tapines, hein. Ça explique aussi pourquoi sur son radar, vous voyez la qualité des occasions ici qui est très élevée. Forcément, la qualité des occasions, si vous mettez beaucoup de tapines, vous allez avoir un chiffre élevé dans ce domaine-là en particulier. Et là, on va le voir s'associer justement avec Brobé. Vous voyez Brobé là qui fait son appel, qui fait son déplacement. Et là, Akpom qui arrive, qui va profiter de l'appui pour terminer. Et c'est quelque chose qu'on peut imaginer... peut-être avec un Joe David d'ici la fin de la saison, il y a une association qui est possible entre David et Akpom, qui peut se mettre en place de cette façon-là, ou l'inverse, avec un appui sur Akpom et Brobé et David qui termine. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être exister d'ici la fin de la saison, peut-être pas en termes de première solution et de jouer forcément en 4-4-2 avec les deux, mais une solution qui peut se présenter quand il faut pousser, aller chercher un résultat ou des choses comme ça. C'est une possibilité qui, désormais, peut exister, je pense, pour le LOSC. Là, on va le voir juste se réorienter tranquillement pour finir. Là encore, vous voyez une action quand même facile à conclure. Là, on est du coup à Middlesbrough, lors de la saison 2022-2023. Où là on va le voir, c'est le numéro 29 dans la surface de réparation. Bel enchaînement du pied droit, en pivot. Voilà. En deux touches, vous avez vu aussi que ces finitions, c'est souvent une touche, deux touches. Ça va souvent assez vite. Dans le sens où dès qu'il y en a plus, ça devient un petit peu plus laborieux. Là encore, belle détente pour aller choper la balle sur la tête de son défenseur. En étant dans son dos. Donc ça aussi, hein, évidemment, sur des centres, c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être apporter quelque chose que n'a pas forcément Lille, parce que j'ai pas l'impression qu'un Jonathan David saute aussi haut. Vous me direz si je me trompe. mais il me paraît pas être aussi doté de la tête et aussi fort dans ce domaine-là. Il n'hésite pas à finir du gauche aussi, près de la surface, oui. Là, ça c'est une belle action qu'on peut imaginer aussi avec des Lillois, hein, où on essaie de s'associer avec du Haraldsson, avec du David, avec du Cabella. Ça, c'est le type d'action qu'on peut imaginer avec des Lillois qui aiment beaucoup quand même combiner entre eux du petit jeu à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est reproductible. Un ballon récupéré.
Une transition qui se lance. Et là, une finition plutôt tranquille. Là encore, en une touche. Donc voilà, un premier tour d'horizon de Chouba Akpom, surtout à la finition. Vous voyez que c'est très varié. Enfin, c'est plutôt varié. Il y a un bon jeu de tête. Donc il y a un côté joueur de surface. Voilà, là encore à l'affût, il est passé dans le dos de son défenseur. Il l'a devancé, il l'a pris de vitesse. Donc, voilà la première chose sur Akpom qu'on peut dire. Maintenant, on va passer juste après ça à une autre vidéo. Je laisse juste cette dernière action. Où là encore, vous allez le voir de la tête. Voilà. Il y en a eu quelques-uns, des buts de la tête. Je ne sais pas où vous en êtes côté lillois sur le nombre de buts de la tête cette saison. Mais c'est quelqu'un qui peut vous en apporter quelques-uns pour peu que vous ayez les centreurs. Et il y en a quelques-uns, il me semble, du côté du LOSC. Là encore, la finition de touche. Là aussi. On continue. Nouvelle vidéo. Allez, une petite dernière. Ah oui, petite dernière parce que c'est un but un peu différent là où il est coté. Alors vous avez vu, il en a pas fait beaucoup, hein, mais là il en met un très très joli. C'est pas dans ses habitudes, mais bon, il était joli, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Et de toute façon, c'est la dernière pour cette vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer Akpom dans le jeu. Et c'est là que vous allez voir David Andis, lui en buteur. Et justement, c'est une vraie question qui va se poser. Je lance la vidéo et là on arrive sur Akpom dans le jeu. Alors désolé, il y a un petit décalage son image. Donc là, il a lancé l'action, il est à l'avant-dernière passe. Là, on va le voir ici en remise, assez tranquillement. Et voilà, vous voyez que c'est quelqu'un qui aime quand même beaucoup décrocher. Et là où j'ai un problème avec lui, c'est que entre les lignes, je trouve quand même que c'est très très lent. Dès qu'il est face au jeu, il peut prendre de la vitesse, etc. Il y a une mise en action qui est intéressante. Mais il faut réussir à se mettre face au jeu. Et c'est là que je trouve que c'est assez compliqué. Là, vous voyez, il a perdu du temps. Il n'a pas fait avancer le jeu alors qu'il était servi dans une position favorable. Le fait qu'il s'appuie énormément, voire quasi exclusivement sur son pied droit, sur toutes ces séquences de construction, ça le ralentit dans beaucoup de choses. Et à ce niveau-là, autant en championship, voilà. Là, vous voyez, je trouve que la mise en action, quand même, est très, très lente. Alors, le terrain n'aide pas, là. Vous avez vu, c'est un terrain un petit peu détrempé. C'est contre Norwich, puisque ce sont les Canaries, en effet, en face. Mais là-dessus, dans ces décrochages, il n'y a pas de comparaison possible, par exemple, avec un Joe David. Alors, parfois, il arrive à prendre le dessus et à avancer. Mais c'est vraiment pas un joueur qui me paraît particulièrement à l'aise dans ce jeu-là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui décroche beaucoup. Là aussi, la mise en action, je trouve ça lent. Très lent. Et je me dis qu'en Ligue 1, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Et le truc, c'est que quand on regarde un petit peu tout ce qu'il a pu faire, alors là, quand il y a du jeu en remise, quand il y a du soutien autour de lui, qui sait déjà à qui il peut donner la balle, ok, là, ça peut aller vite. Donc, s'il est bien entouré, s'il peut combiner, je pense par exemple avec un joueur comme Haraldsson ou un joueur comme Angel Gomez qui serait sous lui, là, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez qu'après, sinon, dès qu'il faut multiplier les touches de balle, etc., c'est là que ça devient laborieux et que c'est un joueur qui a un peu de mal à faire des différences et à enchaîner. Parce que c'est un joueur qui a du mal à prendre de la vitesse quand il prend la balle. Là, il arrive à résister au contact. Alors, son corps lui permet de gagner du temps et de protéger son ballon, etc., lorsqu'il a un temps d'avance. Mais ensuite, quand il est chargé, il n'y a pas forcément une grande résistance au contact non plus. Ça dépend le niveau. Alors, par contre, il y a une implication défensive. Et là, c'est vrai que par rapport à Joe David, c'est quelqu'un aussi qui va beaucoup courir, faire le pressing, aller harceler les défenseurs, la relance, être toujours prêt pour revenir pincer un milieu de terrain et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même positif. Mais c'est vrai que avec la balle dans le jeu, je ne suis pas franchement convaincu de son apport. Je pense que c'est mieux que Bayo. Comme vous le dites dans le chat, n'importe qui sera mieux que Bayo. Mais on est loin de David à ce niveau-là. Le petit externe pour ouvrir le jeu. Et la limite, ouais, voilà, comme tu le dis, Fusil, manque d'aisance balle au pied. Et en fait, moi, mon problème, c'est que je trouve qu'il décroche énormément. Là, il va réussir une bonne séquence. Vous voyez, encore, il s'est beaucoup appuyé sur son pied droit plutôt que son gauche. Et là, ensuite, l'action se poursuit, il l'accompagne.
Et là encore, vous voyez, il y a aussi des problèmes, des petits problèmes de scan et de prise d'infos. Parce que là, par exemple, s'il prend l'info sur ce qui se passe, il a la possibilité de rentrer, d'aller fixer un peu plus et d'aller faire plus mal. Et il y a aussi un souci de... il prend pas assez d'informations quand il est dans ces positions-là pour savoir qu'il peut se retourner ou pas. Et si moi, je suis un adversaire d'Akpom, je vais essayer de faire en sorte d'avoir un joueur capable de le charger, capable d'aller sur son dos assez rapidement. Là aussi, je pense que parce qu'il n'est pas forcément sûr de sa conduite de balle, etc., il va très vite chercher la passe, alors que là, le jeu, c'est peut-être essayer d'accélérer dans cet espace libre et d'aller fixer beaucoup plus plutôt que donner tout de suite, et surtout donner une passe qui finalement n'arrive pas forcément dans les pieds de son numéro 10. Donc voilà ce que je peux vous montrer sur Akpom. J'ai encore d'autres séquences, si ça vous intéresse. On va aller les voir ensemble. Là encore un ballon gagné, c'est plutôt pas mal. Vous voyez que la conduite de balle est pas ouf, il se fait reprendre, et il prend quand même la faute sur lui. Là-dessus. Je sais pas si ça fait carton d'ailleurs, si ça fait carton. Et voilà, ça c'était une petite séquence. Et là on peut en voir quelques séquences pour terminer. Où là vous voyez qu'il décroche quand même très très bas à nouveau pour demander. Et pas forcément faire avancer. Là, vous voyez, il a décroché pour demander. Je la remets. Il a décroché pour demander. Il se fait charger. On l'enferme. Et puis de suite, retour au point de départ, quoi. Retour en l'envoyeur. Et ça, on le voit quand même assez souvent, assez régulièrement. Et c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu surpris quand j'ai vu que Lance était sur lui, et que j'ai appris que Lance était sur lui pour remplacer Openda. On est très très loin, alors très très loin, du joueur de profondeur à la Openda. C'est-à-dire que j'ai pas vu des centaines et des centaines de matchs, mais je l'ai rarement vu attaquer la profondeur, faire des appels. Je l'ai beaucoup plus souvent vu décrocher, demander le ballon, s'associer avec des partenaires comme ici, là par exemple, où c'est pas mal, quand même. Et là, vous voyez, il a réussi à prendre de la vitesse, et là, sa puissance fait la différence, une fois qu'il a pris de la vitesse. Par contre, les 2, 3, 4 premières touches pour se lancer, c'est là qu'il est lent, comme tu le dis, Fusil, et c'est dans ces moments-là qu'il peut être assez facilement mis en difficulté, pour peu qu'on soit en mesure d'imprimer une certaine pression sur son gabarit. Ce qui n'est pas le lot non plus de n'importe qui, parce qu'il y a quand même un gabarit à bouger. Donc parfois il va attraper des fautes, comme ici, là, par exemple. Donc ça, c'était les playoffs de montée l'année dernière, quand Middlesbrough, je crois, perd en match aller-retour face à Coventry. Voilà, pour vous donner le contexte. Vous voyez, en une touche, ça va. Mais quand il y a une touche, puis 2 touches, puis 3 touches, puis 4 touches, puis 5 touches, là c'est compliqué pour se mettre en action. Là, vous voyez, voilà, il est pris, et derrière, la balle perdue, et ça peut filer assez rapidement. Je sais pas comment ça se termine, j'ai pas laissé l'action. Et voilà, la limite aujourd'hui, c'est sûr que... Alors là, c'est ce que je disais, sur l'implication défensive. Et voilà, là, la balle va lui arriver. Là, il est face au jeu, il se met en action. Vous voyez, avec son gabarit, il utilise sa main pour repousser le joueur qui est venu le charger. Mais vous voyez qu'après, la conduite de balle, c'est pas non plus une conduite de balle incroyable. Par contre, c'est quelqu'un qui aime bien aussi la bagarre. C'est pour ça qu'on l'a mis bien dans le Championship. À ce niveau-là. Vous voyez là, par exemple, cette séquence-là, il y a eu prise d'info. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu prise d'info. Et à partir du moment où il y a prise d'info, il sait qu'il peut se retourner. Et là, il enchaîne et il accélère. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez souvent ce scan-là, juste avant de recevoir, qui lui permet de savoir s'il peut se retourner et enchaîner. Et dans ce cas-là, une fois qu'il est servi dos au jeu, en revanche, il est beaucoup plus facile à contrôler. Comme vous l'avez vu, il met du temps à se retourner. Il est assez lent. Et du coup, ça le met en difficulté. Là, il s'est bien servi de son corps. Et il obtient une faute. Et là, par contre, c'est là où elle peut être intéressant. C'est-à-dire, autant à 30-40 mètres du but adverse, à 40 voire 50 mètres du but adverse, ces décrochages, c'est pas forcément un danger pour les adversaires. Autant là, son jeu en pivot, ça peut ouvrir des espaces. Comme ici, là, pas loin. Et c'est pas loin de se transformer en grosse occasion. Voilà. Près du but adverse, il sera plus intéressant en pivot. Plus bas, j'ai des doutes. Là, vous voyez encore, ici, il n'y a pas de scan avant de recevoir. Il ne sait pas qu'il peut peut-être aller de l'avant et enchaîner avec sa deuxième touche. Et finalement, il se fait charger, balle perdue, et ça repart. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu de scan avant de recevoir. Là encore, est-ce qu'on va le revoir ici? Voilà, vous voyez, il touche le ballon quand même très très bas.
Mais il donne un bon ballon. C'est une des rares passes, une des rares situations où il faut vraiment progresser le jeu sur ces séquences. La passe était très jolie par contre. Là, on est plus haut sur le terrain. Voilà, là encore le jeu de tête dont on avait parlé. Là, le voilà face au jeu. Il arrive à passer. Et à rentrer, vous voyez, là à nouveau, s'il réussit à prendre de la vitesse, ça peut devenir un danger. Le problème, c'est que s'il décroche beaucoup, il est souvent dos au jeu. Et dos au jeu, c'est plus compliqué pour se mettre dans le bon sens et prendre de la vitesse. Là c'est un petit peu ouvert. Bon, il a pas attaqué. Là, le revoilà face au jeu. Et bon, des fois, il y a des ratés aussi. Voilà, il sait bien se positionner pour recevoir entre deux. Là, il est bien placé par rapport aux adversaires. Mais après, vous voyez, sa prise de balle, elle est vers l'arrière, alors que là, il aurait le temps. S'il avait scanné avant de recevoir, il aurait le temps de savoir, enfin, il aurait su qu'il pouvait se retourner et aller de l'avant. Et là, finalement, il va s'embêter, on va dire, et reculer. Alors qu'au moment où il demande, si je reviens un petit peu en arrière, là, au moment où il reçoit, il peut complètement se retourner sur son pied droit, là, et aller fixer ici, forcer celui-ci à rentrer, peut-être ouvrir de l'autre côté. Et là, finalement, parce qu'il n'y a pas ce scan avant, retour en arrière, et passe, on va dire, latéral quasiment. Et là, après, face au jeu, en revanche, il peut essayer de gagner des mètres et faire avancer son équipe. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de Chouba Akpom après ces quelques minutes de visionnage. Et je vois Fusil qui dit « Je suis mitigé, toujours est-il que je ne le vois pas comme un titulaire indiscutable pour accompagner David sur le terrain, mais plus comme un remplaçant pour permettre à David de souffler. » Voilà, en réalité, ce recrutement, il m'apparaît assez évident que, en prêt avec option d'achat en plus, on a affaire à un joueur qui arrive pour remplacer, non pas David, mais Mohamed Bayo. Et je pense qu'en revanche, si on doit comparer les doublures, je pense que Lille gagne au change en remplaçant Bayo par Akpom. Et Lille, maintenant, a quelques mois pour tester Akpom à la Ligue 1. Je pense qu'il va quand même y avoir un petit gap pour lui, un petit gap d'adaptation. Mais la question, c'est s'il arrive à s'adapter sur ses entrées en jeu, etc., peut-être que ça te motivera pour lever l'option d'achat l'année prochaine. Et dans ce cas-là, lever l'option d'achat pour en faire non pas le successeur de David, mais le garder comme une doublure fiable pour la Ligue 1, pour les petits matchs, entre guillemets, et espérer trouver un vrai remplaçant à David, soit en espérant l'explosion de Fernandez Pardo, parce que je ne serais pas surpris que ce soit lui le véritable successeur de David, même si on ne le sait pas encore officiellement, soit prendre un autre joueur cet été pour être dans une rotation avec Fernandez Pardo, avec Akpom, et donc un troisième joueur qui serait payé un petit peu plus cher quand même pour vraiment succéder à Joe David et avoir une concurrence sur le front de l'attaque. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, là, Lille récupère une doublure intéressante, mais qui va devoir s'adapter à la Ligue 1, qui peut marquer déjà quelques buts, vous l'avez vu, sa capacité, sa qualité dans les airs, sa capacité aussi à se faire oublier dans la surface, à être là au bon endroit au bon moment, à être aussi capable de ferrailler avec les défenseurs. Maintenant, après, pour l'apport dans le jeu, entre ce qu'il a montré en Eredivisie, ce qu'il a montré en Championship, et ce à quoi il va avoir droit en Ligue 1, il va falloir qu'il soit bien entouré pour être vraiment tout de suite quelqu'un d'utile à l'équipe, et pas forcément un poids qui pourrait perdre des ballons parce que sa mise en action est quand même assez lente, comme vous avez pu le voir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Chouba Akpom aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!